À la fin du précédent épisode, Jean Jaurès était réélu député socialiste cette fois, député des mineurs de Carmaux. Durant ce nouveau mandat, on va voir qu'il va s'avérer être un combattant de tous les instants et qu'il va s'installer durablement parmi les plus grands leaders du socialisme en France. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hémiplégique, la chaîne qui essaie de comprendre ce qu'est la gauche, pour cette troisième vidéo sur la vie de Jean Jaurès. Nous sommes en 1893, Jean Jaurès a été élu 2 fois député au cours des derniers mois, une fois à la législative partielle, la seconde lors de l'élection générale, et il est donc de retour à l'Assemblée nationale, à l'extrême gauche cette fois, sur les bancs socialistes. Autant dire qu'il va faire parler de lui rapidement. La session parlementaire débute le 23 novembre, et le président du Conseil, Charles Dupuy, fait un discours de politique générale qui est quasiment exclusivement une attaque des socialistes. Faut dire qu'ils avaient beaucoup progressé aux législatives et qu'ils étaient un peu plus de 50 députés socialistes à l'Assemblée. C'est Jaurès qui va prendre la parole pour lui répondre dans un discours qui est passé dans l'histoire sous le nom de République et socialisme. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver dans une autre vidéo de ma chaîne, je l'avais lu en direct sur Twitch. Dans ce discours, Jaurès démontre par A plus B que la République porte en elle, fondamentalement et inévitablement, le socialisme. Et il retourne le discours de Dupuy en démontrant que les vrais défenseurs de la République ne sont pas les autoproclamés républicains, mais bien les socialistes. Son discours va faire énormément parler dans les journaux, et le gouvernement de Dupuy va tomber, remplacé quelques jours après par un autre gouvernement opportuniste. Après ce premier discours, Jaurès s'est imposé comme quelqu'un avec qui il faudra compter à l'Assemblée. Et on le retrouve en effet souvent à la tribune, notamment pour s'opposer à ce qu'on a appelé les lois scélérates. À cette époque-là, le souvenir de la Commune de Paris est encore frais, notamment chez les conservateurs, qui ont une peur bleue des anarchistes. Alors, quand les anarchistes vont commencer à devenir violents, en provoquant plusieurs attentats, le gouvernement va serrer la vis. Plusieurs journaux d'extrême gauche vont être interdits, la délation va être encouragée et on assiste à une vague de répression policière. Jaurès va attaquer sans relâche les lois scélérates, et même s'il n'arrive pas à les faire rejeter par l'Assemblée, il remporte de temps en temps des victoires d'estime, la majorité se jouant parfois à une voix uniquement. Il prend tellement d'ampleur que lorsqu'un journaliste socialiste, Géraud Richard, est attaqué par le président de la République, Casimir Perier, c'est Jaurès qui l'appelle pour le défendre. Voilà donc Jaurès, avocat, qui attaque, tout simplement, le président de la République. Alors le journaliste va quand même être condamné à la peine maximale, mais on se souviendra des plaidoiries de Jaurès, notamment quelques mois plus tard, lorsque Géraud Richard sera élu député, alors qu'il est encore en prison, grâce à une campagne inlassable de Jaurès à nouveau. Camouflé pour le président de la République, qui démissionne peu après. Jaurès est devenu un tombeur de gouvernement, il va devenir l'homme à abattre. Et pour faire tomber cet homme, quoi de mieux que l'attaquer dans sa circonscription? Alors, on va se tourner vers le préfet du coin et vers le propriétaire de la verrerie de Carmaux, qui est l'autre gros employeur de la ville après la mine de charbon, et on repart comme lors des premières grèves de Carmaux, 2 délégués syndicaux sont licenciés, et tous les ouvriers se mettent en grève. Pour les punir, le patron lui aussi se met en grève, ferme l'usine et met 1200 ouvriers au chômage. Les socialistes, Jaurès en tête, ont alors une idée. Ils vont créer une verrerie autogérée à Albi, où tous ceux qui ont subi l'autoritarisme d'un patron pourront venir travailler. Tout est fait pour empêcher le projet d'aboutir, mais après plusieurs mois de souscription et d'efforts, la verrerie autogérée d'Albi voit le jour, et celle de Carmaux est obligée de fermer. Au passage, dans l'histoire, le gouvernement est à nouveau tombé, notamment parce qu'il s'est fait pincer à essayer d'envenimer les choses. Encore une victoire pour Jaurès donc. Mais il va devoir repartir rapidement au combat. On parle de plus en plus de l'histoire d'un officier juif condamné pour espionnage, le capitaine Alfred Dreyfus. Au début, Jaurès ne s'intéresse pas vraiment à l'histoire. Pour les socialistes, c'est une affaire qui ne les regarde pas. Après tout, Dreyfus est un riche officier et il voit l'affaire comme un règlement de compte entre bourgeois. Sans compter qu'il y avait chez certains socialistes une tendance à l'antisémitisme en assimilant les juifs à la classe des exploitants. Mais fin 1897, Jaurès commence à comprendre ce qui se cache derrière l'affaire. Sa première tâche va être bien sûr de convaincre les socialistes de s'engager pour Dreyfus. Ça va pas être facile parce que Gued, le leader socialiste de l'époque, refuse de se mêler à cette histoire de bourgeois. Et comme Jaurès essaie déjà d'unifier les différents courants socialistes, il ne doit pas brusquer Gued. Mais il insiste. Il explique que si Dreyfus est innocent, il n'est plus ni un officier, ni un bourgeois, il n'est plus que l'humanité elle-même. Jaurès démontre également qu'en défendant la liberté d'un homme qui n'est pas prolétaire, les socialistes seront d'autant plus légitimes lorsqu'ils défendront les libertés des exploités. Il fait mouche, et le camp socialiste basculera progressivement
dans le camp dreyfusard. Quant à Jaurès, il monte de plus en plus au front, si bien que lors du procès d'Émile Zola, suite à la parution de son J'accuse dans l'Aurore, il est appelé à témoigner, et il se livre à une longue plaidoirie pour défendre l'écrivain. Lorsque le gouvernement produit une nouvelle pièce à conviction, comme par hasard, à l'été 1898, et que tout le monde applaudit avec soulagement cette preuve soi-disant irréfutable, c'en est trop pour Jaurès. Il publie dans le journal auquel il collabore à l'époque, La Petite République, une série d'articles qu'il appelle Les Preuves, et qui démontent méthodiquement toute l'accusation contre Dreyfus. Après J'accuse, c'est un deuxième coup décisif porté aux anti-dreyfusards. Le gouvernement est obligé de reconnaître que sa preuve était un faux, et tout s'écroule. Pour bien mesurer le courage qu'a eu Jaurès à l'époque, il faut savoir d'une part que les débats étaient très violents autour de l'affaire et que les forces nationalistes antisémites étaient très virulentes. D'ailleurs, la République échappe de peu à un nouveau coup d'État cette année-là. D'autre part, c'était pas du tout dans son intérêt de monter au créneau parce que les socialistes sont divisés sur la question, mais aussi parce que les élections législatives pointent le bout de leur nez. Et Jaurès est assez réaliste, il sait bien qu'il n'a que très peu de chances de l'emporter. Il y a déjà l'histoire de la verrerie, qui est peut-être une victoire des ouvriers et même de Jaurès, mais qui est un affaiblissement de Carmot, puisque la verrerie de la ville ferme et que la verrerie autogérée est à Albi, qui n'est pas sur la circonscription. Donc c'est un peu compliqué à vendre pour Jean Jaurès, c'est quasiment le scénario de la première saison de Baron Noir. Et désormais, il y a en plus l'affaire Dreyfus, ce qui fait qu'à chacun de ses déplacements, à chacun de ses meetings de campagne, des opposants l'empêchent de parler en criant « À bas Zola, à bas Jaurès ». Sans surprise, il est battu largement au premier tour par le marquis de Solage. Les socialistes, qui perdent avec lui un de leurs principaux leaders, voire leur principal leader, essaient de trouver une solution. Les règles électorales à l'époque permettent à un candidat de se retirer au second tour pour une autre personne. Or, il y a un candidat dans le 5e arrondissement de Paris qui est en bonne position pour gagner et qui propose de se désister pour Jaurès. Jaurès hésite, les socialistes le pressent d'accepter, ils ont besoin de lui dans l'hémicycle. C'est le journaliste Géraud Richard qui va se déplacer à la mairie du 5e pour déposer la candidature de Jaurès à 11h du matin, le dernier jour des candidatures. À 13h, Jaurès débarque à la mairie, retire sa candidature et sans un regard en arrière, prend le train pour le Tarn. Nous sommes en 1898, Jaurès a 39 ans et il n'est plus député. Cette fois, Jaurès va pas partir très loin du monde politique. Il est désormais trop connu, trop engagé, et il a trop de travail à mener pour réussir l'unité des différentes chapelles socialistes. Car c'est bien à ça qu'il va consacrer ses forces pendant les années qui arrivent. Va-t-il réussir? Réponse au prochain épisode. Camarades, à bientôt!